Quel immense bonheur, quel immense plaisir, quelle immense joie, chers téléspectateurs, chers internautes. Ravi de vous retrouver dans ce tout nouveau numéro des Triples Détentes. Aujourd'hui, on va parler art littéraire, beaucoup plus avec une personne mieux placée, professeur des universités et pas seulement. D'autres postures et casquettes seront à découvrir tout au long de nos échanges. À la grande équipe technique, Baker, Easy, Exosemas, JLC Jarvis, merci de nous retrouver. Comme je le disais dans l'intro, nous recevons le professeur Dieudonné Mbayo pour parler art littéraire. Bienvenue, prof. Merci beaucoup, Guillaume. Comment vous allez? Non, je vais bien. Meilleur vœu. Merci, pareillement. Comment ça se passe avec les professeurs, avec tous les calendriers, les programmes sont chargés en termes des familles, des travail et tout? Oui, on est sur ce qu'on appelle work-life balance. Ça veut dire qu'on essaie de balancer la vie en famille avec la vie professionnelle, mais c'est pas toujours facile parce que trop sollicité par plusieurs universités, nous essayons quand même d'harmoniser notre agenda pour que les uns et les autres se retrouvent. Intéressant. On est là pour parler de ces deux manuels, si j'ai envie de dire, stratégie de communication des institutions universitaires en matière des filières d'études et d'emploi. Magnifique livre, oui. Très bien écrit. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est ça vous a pris combien de temps? Et puis je rappelle que c'est en 2 volumes, hein. On va parler du 2e volume avec un autre titre, mais on commence par là. Ça vous a pris combien de temps? Bon, ça nous prend généralement des années, hein, parce que il faut l'observation. Après l'observation, vous vous mettez maintenant à écrire. Il faut les enquêtes sur le terrain, ça prend des années. C'est difficile de dire 1 année, 2 ans, ça dépend des enquêtes que vous allez faire sur le terrain, mais sinon ça nous prend du temps. Dans un contexte où celui qui ne fait pas l'université est mis à part, mis à l'écart face aux propositions, ça c'est les langages qu'on comprend, qu'on écoute à gauche à droite. C'était quoi la motivation et l'état d'esprit de l'écrivain Dieudonné Mbayo quand il était en train de travailler sur cette œuvre? Oui. En tout cas, ça c'est une très belle question. Comme j'ai dit, tout commence par l'observation. Alors, nous nous sommes rendus compte que depuis un certain temps, les universités ne mettent pas à profit leurs cellules d'orientation. Il s'est fait que chaque élève qui vient des humanités pour entrer à l'université choisit l'option qui lui plaît. Mais nous avions voulu savoir qu'est-ce qui était derrière ces options-là, ou ces choix-là. Nous nous sommes rendus compte que la plupart ne font pas un choix de manière très fondamentale, c'est-à-dire tenant compte de leurs capacités et de leur parcours, mais la plupart, d'une manière générale, sont influencés soit par la famille, soit par l'environnement d'une manière générale, et surtout par les amis. Parce qu'un ami veut faire la médecine, moi aussi je vais faire la médecine, alors que mon parcours ne me permet pas de faire la médecine. Et c'est un peu ça la raison qui nous a poussé à faire ces analyses. D'ailleurs, en parlant de ça, aujourd'hui, c'est quoi le message clé que vous transmettez à tous les parents et même à toutes ces personnes qui choisissent des filières parce que soit les papas ont imposé, il avait l'envie de devenir gestionnaire, j'impose à mon enfant des études de gestion, soit parce que j'ai vu mon ami faire la médecine, j'ai envie et puis j'y vais. C'est quoi la grande recommandation à l'heure actuelle? La grande recommandation, c'est que il faut observer l'enfant de l'enfance et à partir de ses capacités, on sait l'orienter, mais en discutant avec l'enfant. Aujourd'hui, la jeunesse a cet avantage de suivre des émissions scientifiques et de savoir qui est Bill Gates, qui est ce grand médecin, qui est ce grand pilote, etc. etc. Et c'est à partir de cela que certains enfants développent leurs ambitions. Et aujourd'hui, la tâche est facile jusqu'à tel point que négliger la cellule d'orientation au niveau des universités, c'est une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que en réalité, au lieu de tests qu'on fait faire aux élèves qui ont eu moins de 50% aux humanités, on dit bon, on fait un test de français, de mathématiques et je ne sais pas d'éducation à la citoyenneté. Ouais, c'est pas suffisant. Non, mais est-ce que ce test-là peut orienter un médecin?
est-ce que ce test-là peut orienter un pilote? Vous voyez? Donc, il faut toujours associer le tout, c'est-à-dire les ambitions de l'enfant et les capacités que l'enfant a, et même discuter avec ses enseignants depuis l'école primaire jusqu'aux humanités, et on peut savoir bien orienter l'enfant. Mais au niveau des universités, la grande communication consiste à ce qu'on puisse redynamiser les cellules d'orientation. C'est-à-dire la cellule d'orientation doit faire son travail. Quand un enfant vient des humanités, on doit regarder son parcours, surtout s'occuper plus des bulletins de 5e, 6e, voir dans quelle matière l'enfant a été brillant. Et en ce moment-là, on oriente l'enfant selon les matières où il a été brillant. Et vous allez voir que nous allons former les génies. Ce n'est pas un hasard quand on écrit cet ouvrage. Nous estimons que chacun, là où il doit contribuer au développement de son pays. Alors, pour mieux contribuer au développement de son pays, il faut capitaliser les compétences qu'on a afin que ça contribue au développement du pays. Mais quand on choisit les options parce que les amis l'ont dit, parce que les parents l'ont dit, parce que l'environnement m'a envoyé là-bas, et en ce moment-là, on termine les études, on a un diplôme, mais on ne sait pas le mettre à profit de sa nation, alors que les grandes nations se sont développées grâce aux compétences des enfants issus des universités. Très important ce que vous dites, mais si on doit rentrer déjà au titre, donc pour y arriver, aujourd'hui, les institutions académiques universitaires doivent avoir des bonnes stratégies de communication. Si. Est-ce que vous estimez en d'autres termes que les universités aujourd'hui ne communiquent pas assez sur tout ce qui est comme filière organisée? Non. Ou carrément ils s'en foutent. Ils disent ouais, on a besoin juste de l'argent, tu fais ce que tu as à faire, tu t'inscris et puis c'est tout. Est-ce que la bonne communication est là aujourd'hui en termes d'orientation des filières dans les universités? Loin de nous de minimiser les efforts que les universités font, mais nous estimons que la communication dont nous parlons, c'est-à-dire la première chose, comme vous l'aviez dit, présenter les filières, c'est une bonne chose. Ouais. Mais comment est-ce qu'on intègre les étudiants dans ces différentes filières? C'est ça, c'est à ce niveau-là que le problème se pose. C'est chaque étudiant ou chaque futur étudiant qui vient qui dit « Moi, je vais faire la gestion des entreprises », on le met dans la gestion des entreprises. « Moi, je vais faire le marketing », et on le met dans le marketing. Alors que c'est à ce niveau-là que la cellule d'orientation doit intervenir. Voilà, c'est la stratégie de communication, c'est au niveau de la cellule d'orientation. Mais à ce moment-là, si on doit être un peu réel, moi, je viens aujourd'hui dans une université à Lubumbashi, vous m'orientez à faire telle filière, alors que moi j'avais des ambitions de faire telle filière. Avec la concurrence qu'il y a, est-ce que cet étudiant-là n'a pas de chance d'aller ailleurs? Est-ce qu'on ne va pas perdre des marchés? Non, justement, c'est là le vrai problème. Ouais. L'université a vocation, d'abord, si nous donnons la vocation principale de l'université, c'est l'enseignement, la recherche et la contribution à la vie sociale. Okay. Alors, si nous prenons les étudiants parce qu'il y a la concurrence, en ce moment-là, quelle est la contribution à la vie sociale? Ça veut dire tout simplement que l'université ne devrait pas être là pour faire la concurrence en termes d'effectifs des étudiants. L'université devait être là pour faire peut-être la concurrence en termes de compétences livrées aux étudiants et qu'est-ce qu'ils deviennent dans la société. Je crois que c'est ce qui devait être plus important. Donc moi j'inverse le rôle. Le plus important, ce n'est pas d'avoir une masse dans les auditoires, mais le plus important, c'est d'avoir des élèves ou des étudiants capables de fournir des éléments nécessaires à la société. Je crois que c'est ce qui est le plus important. Ouais, très bien. Le deuxième volume, professionnalisation de l'enseignement, emploi attendu, de l'enseignement des jeunes et tout. Aujourd'hui, la première question que je pose par rapport à ça, est-ce que les filières organisées dans nos universités répondent ou correspondent à la réalité du marché actuel en RDC? Oui, en réalité, il ne faut pas négliger cet aspect-là. J'entends beaucoup de gens dire non, les formations que nous donnons ne correspondent pas aux réalités. Mais finalement, c'est quelle formation
que nous voulons donner aux étudiants. Les formations que nous donnons aux étudiants, ce sont les formations qui coïncident avec les marchés. Mais pourquoi il y a beaucoup de chômeurs à la fois? Oui, le vrai problème, c'est qu'il y a un problème d'harmonisation ou de synchronisation entre la croissance démographique et la création des entreprises au niveau du pays. En réalité, un pays comme la RDC ne devait pas vivre tel que nous vivons. Si vous essayez d'observer, la plupart des entreprises sont des entreprises étrangères à capitaux étrangers. Vous comprenez? Mais maintenant, si nous devons rentrer à ce que nous venions de dire là, il y a de nos étudiants qui font la gestion des entreprises, n'est-ce pas? Et là-dedans, on insiste beaucoup sur l'entrepreneuriat. Et il y a même des options sur l'entrepreneuriat. Pouvez-vous me donner ne fût-ce que 50 entrepreneurs qui viennent des études où on organise la gestion des entreprises et l'entrepreneuriat? Vous voyez, c'est ça le vrai problème. Ça veut dire tout simplement que nous nous sommes rendus compte que notre formation à un certain moment a tendance à être plus théorique que pratique. Et ces étudiants-là, à un certain moment, ils croient que l'essentiel c'est d'avoir aussi un diplôme et puis partir. Non, tout le monde doit faire un effort pour que ce qu'il a étudié à l'université puisse être utile pour la société. C'est ça l'aspect social de la vocation de l'université. Important, quand je regarde les 2 volumes, 2 maisons d'édition différentes, pourquoi? Oui, les 2 maisons d'édition différentes, c'est parce que le premier volume, nous l'avons édité à Kinshasa. Et le deuxième volume, nous l'avons édité ici sur place parce qu'on ne pouvait pas se déplacer vers Kinshasa pour l'édition. C'est juste ça. Et il n'y a pas d'autre raison? Non, il n'y a pas d'autre raison. En d'autres termes, les livres est déjà disponible, si on comprend bien. Les vernissages avaient été annoncés il y a quelques mois. Comment les jeunes qui nous suivent et même les parents, toutes les personnes, les lecteurs vont retrouver ces manuels? Ces manuels, pour l'instant, il faut nécessairement communiquer avec nous pour qu'on vous dise où est-ce que vous allez le trouver. Pourquoi? Parce que le plus grand nombre se trouve encore à Kinshasa où le vernissage a eu lieu, de telle sorte que ici on a juste une petite quantité. Sinon, pour les avoir, il faut nous appeler au 09 98 16 99 58 et en ce moment-là on peut avoir l'ouvrage. Mais sinon l'objectif c'est de disposer dans les maisons d'édition telles que Mediaspol et en ce moment-là les gens pourront aller se procurer là-bas. Une question qui m'a plu d'un auditeur, un internaute qui a dit mais on a vu le manuel parce que j'ai annoncé quand même l'émission bien avant. Ces 2 grands volumes. Aujourd'hui les gens ont tendance à ne pas lire de plus en plus malheureusement. C'est quoi l'idée derrière de faire des livres à grand volume aujourd'hui, sachant que la génération devient encore plus naïve par rapport à la lecture? Justement, c'est un grand défaut. Vous avez eu quand même les coups de fil par rapport à ça, par rapport au volume. L'éditeur vous a aussi parlé de ça. Oui, mais c'est un grand défaut. Moi personnellement, j'invite la jeunesse à la lecture parce que observer les grands pays qui se sont développés, c'est grâce à la lecture. Parce que si vous ne lisez pas, vous ne savez pas d'où vient la société, où elle est et où elle va. Et en ce moment-là, vous êtes perdu dans la nature. C'est comme ça que nous retrouvons beaucoup de jeunes, après avoir terminé l'université, ils sont dans la rue parce qu'ils n'ont pas la culture de la lecture. Il faut lire. Et puis, quand on écrit un livre, il y a des éléments qui sont indispensables. Lisez ne serait-ce que le résumé. Lisez ne serait-ce que l'introduction, lisez ne serait-ce que la conclusion, et en ce moment-là, vous allez comprendre l'essentiel du livre. Maintenant, s'il y a des éléments de recherche qui vous intéressent là-dedans, et puis vous y entrez. On va parler maintenant de vous, et puis du métier que vous exercez, parce qu'on parle de ces livres. D'ailleurs, le 2e volume est aussi dédié à des fins académiques et pédagogiques, donc à toutes les personnes qui aiment bien étudier, vous pouvez consulter et puis avoir des connaissances, des surplus par rapport à tout ce que vous faites. On va parler de vous. À l'annonce, j'ai dit professeur des universités, vous faites beaucoup de choses à la fois. Qu'est-ce que j'ai oublié sur votre présentation? En réalité, dès que j'ai fini mes études, je n'ai pas commencé par l'enseignement. J'avais mes distinctions,
mais j'étais plus occupé dans les entreprises multinationales où j'ai travaillé d'abord dans la société pétrolière Shell, où j'ai évolué. J'ai commencé par le poste de comptable jusqu'à ce que je me suis retrouvé trésorier général au départ de Shell en République démocratique du Congo. Les raisons de départ, on en parlera dans une autre émission. Mais maintenant, après ça, j'ai été sollicité dans plusieurs autres organismes internationaux où j'ai été encore responsable administratif et financier à l'Union internationale pour la conservation de la nature. J'ai été directeur administratif et financier dans une société, dans une multinationale suisse qu'on appelle SGS, mais j'ai plus travaillé dans le domaine de l'environnement et aussi dans le domaine de la sous-traitance minière. Voilà, je combine maintenant cette expérience professionnelle avec mon expérience en tant que chercheur depuis plus de 23 ans, et c'est ce qui me permet d'élaborer ces volumes que vous êtes en train de voir, parce que pour avoir été dans la profession, vraiment un pratiquant, et pour avoir été professeur d'université, je me rends compte qu'il y a beaucoup à faire pour mon pays et je continue. Ça, ce ne sont que les 2 volumes que vous voyez, mais en sous-coulisses, il y a 2 autres volumes que je prépare sur le plan du marketing de services et sur le plan des pratiques de marketing dans les différentes sociétés. Donc, nous voulons mettre à la disposition de la jeunesse les outils nécessaires pour leur épanouissement, mais l'idée derrière, pour nous, si vous regardez tous les volumes, c'est toujours le développement de la République démocratique du Congo. Intéressant. À la fois, vous êtes dans ces milieux éducatifs, universitaires et puis professionnels. Qu'est-ce que vous remarquez lorsque le produit de nos universités au Congo rejoignent le monde professionnel? Est-ce que vous êtes satisfait du rendu de vos étudiants, des nouveaux étudiants? Parce que je rappelle à la fois que vous m'avez également donné cours ici à UDBN. À la fois, est-ce que vous êtes satisfait lorsque vous recevez vos produits sur le marché, où il y a vraiment bon, je suis de nature optimiste, pas totalement satisfait, mais comme je suis de nature optimiste, je me dis, est-ce que c'est seulement la faute des étudiants? Est-ce que c'est la faute des universités? Est-ce que c'est la faute des parents? Et à ce moment-là, je me dis, il y a des recommandations qu'on doit donner aux universités, il y a des recommandations qu'on doit donner aux parents, il y a des recommandations qu'on doit donner aux étudiants eux-mêmes, et pourquoi pas à notre gouvernement. Et je crois que tous ces efforts-là réunis, on produira vraiment des produits de bonne qualité, de très bonne qualité. Voilà, des très bonnes qualités. En parlant de ça, vous êtes également encadreur, c'est-à-dire directeur. Vous qui à la fois chaque année, vous touchez différents travaux des étudiants qui viennent. Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui dans la rédaction des travaux de fin de cycle de vos étudiants? Beaucoup à dire à ce sujet-là. Vraiment, c'est une invitation que je fais à la jeunesse. La jeunesse aime trop de facilité. D'ailleurs, vous en avez parlé par rapport au volume. La jeunesse ne veut plus faire des efforts. Elle a beaucoup d'avantages tels que les réseaux sociaux, tels que l'Internet, avec ChatGPT et les autres modules de recherche. Et je crois que si les gens de ma génération, on les mettait aujourd'hui dans ces mêmes conditions, le pays produirait des génies. Mais malheureusement, notre jeunesse se plaît à faire de plagiat là. Et nous faisons toujours ces recommandations-là. Vous essayez de regarder le travail, vous vous rendez compte que ce travail est en train d'être copié quelque part. Et vous essayez de réorienter le travail. Moi, je me rappelle quand je suis encore à Kinshasa, je donnais le cours de marketing à l'Institut supérieur pédagogique de Kinshasa, ISP Gombe. Mais mes étudiants m'amenaient des mémoires avec des références de l'ISC. Je leur ai dit, mais qui vous donne le cours de marketing? C'est moi ici. Pourquoi vous ne prenez pas mes références? Et en ce moment-là, j'avais constaté tout simplement qu'ils allaient prendre les anciens travaux de l'ISC et ils venaient nous les présenter.
Et en ce moment-là, je m'étais à barrer certains chapitres et l'étudiant recommençait maintenant. C'est vrai, c'était difficile pour eux de recommencer, mais avec le temps, à la fin de l'année, souvent ce sont des parents qui me félicitaient. Ils disaient, on suivait l'étudiant, ils voulaient même vous abandonner, mais in fine, nous parents nous sommes contents et l'étudiant lui-même est content. Et vous allez voir même que à la défense, le travail devient original et l'étudiant est plus à l'aise. Donc j'invite vraiment les étudiants ou nos chercheurs à fournir des efforts et faire des travaux qui nécessitent la contribution totale de la personne qui va présenter ce travail. Et j'ai toujours rappelé aux étudiants que n'oubliez pas que les mémoires que vous présentez vous représenteront dans toute votre vie. Un jour, vous allez les présenter à vos enfants, un jour, vous allez les présenter à vos maris ou à vos femmes, et ça ne sert à rien qu'un jour, on vous demande où est votre travail, vous commencez à vous gratter la tête, vous dites non, mais je ne sais pas où j'avais mis. Vous voyez déjà. Or, quand on a fait un travail, généralement, la philosophie dans la rédaction du mémoire, c'est que c'est ça le phénomène observé. C'est-à-dire qu'on a observé une situation dans notre environnement et on veut y apporter la solution. C'est ça l'objectif de mémoire. Mais est-ce que vous-même aussi qui avez été mon étudiant, vous êtes sûr que vos mémoires résolvent des problèmes dans la société? C'est encore une autre question. Donc, à la fois, on rappelle que ces volumes ont été bien écrits sans l'assistance des intelligences artificielles lisibles, sans IA, sans support et tout. Donc, merci beaucoup pour cette qualité. Je ne finirai pas cette interview sans parler de la corruption dans le monde universitaire, sinon les internautes peuvent me lapider pour ça. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à tout ce qui se passe? Parce que c'est les slogans partout. Telle université, il y a beaucoup de corruption. On parle de la corruption sur toutes ses formes. Je ne vais pas entrer en profondeur. Mais qu'avez-vous envie de dire par rapport à tout ça? Et parfois, on vous accuse, vous, des professeurs, être aussi à la base à encourager cette corruption dans le monde universitaire. Merci beaucoup. C'est une question très importante. Mais il faut noter que la corruption fait partie des mots très dangereux pour des sociétés. Ouais. Et je crois que moi, à mon niveau, je n'ai pas cette expérience. J'ai près de 24 ans dans l'enseignement. En tout cas, je n'ai jamais connu ce qu'on appelle corruption. Et aussi, je ne sais pas si je peux dire que j'ai la chance. J'ai la chance d'enseigner dans des universités où il y a du sérieux. J'enseigne à l'IDEL, c'est une université à vocation catholique. J'enseigne à l'UPEL, c'est une université à vocation protestante. J'enseigne à l'UNH. C'est une université dont le fondateur, c'est un homme rigoureux, et je cite là le professeur Takizala. Et je pense que moi personnellement, je n'ai pas cette expérience de la corruption. Je ne sais pas comment ça se fait, parce que moi-même, en tout cas, je m'excuse, je ne suis pas un saint, mais je n'ai jamais été corrompu depuis que j'enseigne. Et je ne connais pas comment ça se passe. Mais j'en entends aussi parler, mais comment est-ce que les gens procèdent pour y arriver? Je ne connais pas et je ne peux pas parler d'une chose que je ne connais pas bien. Ouais. Mais si ça existe, en tout cas, je décourage totalement parce que ce sont des mots qui font rétrograder les sociétés. Très important, on va finir avec la partie mes préférences. C'est juste un moment de détente. Les préférences du prof Dieudonné Mbayou. C'est quoi votre livre préféré? Nous sommes partout dans le monde. Nous sommes partout dans le monde. Ouais. En tout cas, les livres préférés, ce sont les livres de marketing de Kotler, de Philippe Kotler. Et en dehors de ça, tous les livres qui parlent de l'économie de développement m'intéressent. Votre moment de divertissement préféré? Généralement, c'est la musique et le catch américain. Ah bon? Vous avez un catcheur? Oui, mon catcheur préféré, c'est Randy Orton. Oh là là. Intéressant. Votre plat préféré? Mon plat préféré, c'est ce que vous appelez le boukari avec les bitoyou. Waouh, important. Et pour finir, votre ville préférée? La ville préférée, c'est vraiment Kinshasa, plutôt Lubumbashi. Je préfère parce que j'ai grandi ici. J'ai fait plus de 25 ans à Kinshasa, mais
Dès que je suis retourné à Lubumbashi, je me suis rendu compte que je suis chez moi. Ouais, très important. Vous allez rappeler les numéros par lesquels les lecteurs vont encore retrouver cet ouvrage, ces 2 volumes d'ailleurs à la fois. Oui. Et puis la prochaine émission sera bientôt programmée, toujours avec vous, pour parler d'autres sujets très importants. Oui. Il faut cultiver et éveiller la jeunesse. Toujours à votre disposition. Et le numéro, c'est le 09 98, c'est-à-dire 98, 16 99, c'est-à-dire 99 et puis 58. Ouais. Vous pouvez réitérer encore pour quelqu'un qui n'a pas 09 98 16 99 58. Merci beaucoup, professeur Dieudonné Mbayo. C'est le début de l'année. Levez le meilleur à qui? Levez le meilleur à mon épouse et à mes enfants. Ouais. Et aussi à tous les scientifiques et les chercheurs. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. Merci.